Rebonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer avec la table ronde numéro 3. Je vais inviter Ginette Roberge, professeure titulaire et directrice de l'école d'éducation à l'Université Laurentienne, qui va modérer cette troisième table ronde sur comment la valorisation de la variation linguistique peut contribuer à un enseignement inclusif en FLS. How does valuing linguistic variation contribute to an inclusive FSL teaching? Donc, merci Ginette. Et le micro est à vous. Okay, bonjour tout le monde. Merci Dominique pour cette belle introduction. Nos conférencières qui sont ici aujourd'hui, nous avons Sarah Chamberlain, qui est professeure à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Moi-même, je suis Ginette Roberge, professeure titulaire à l'École d'éducation de l'Université Laurentienne et aussi directrice de l'École d'éducation School of Education. Nous avons Annette Boudreau, qui espérons qu'elle pourra se joindre à nous sous peu. Il y a quelques petits défis techniques, professeure à l'Université de Moncton. Nous avons Yarubi Diaz, qui est doctorante en études françaises linguistiques de l'Université Western. Rachel Nazareth, étudiante à l'Université York. Et Kaylee Lance, qui est étudiante 11e année au Conseil scolaire du District catholique de l'Est ontarien. Donc, bienvenue à toutes nos chères conférencières. Donc, voici la façon dont je comptais procéder. J'ai des questions. Donc, je vais poser certaines questions et puis je vais permettre aux conférencières le temps qu'elles ont besoin pour y répondre et pour nous partager leurs expériences, leur expertise, leurs différentes perspectives. Et je crois que nous avons une gamme très intéressante d'ailleurs de différentes perspectives aujourd'hui. Donc, je crois que vous allez trouver ceci fort enrichissant. Donc, je vais poser mes questions et puis ensuite, je vais permettre aux différentes conférencières d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec ma première question. Donc, voici ma première question pour vous. À quel point les apprenants des milieux minoritaires sont-ils conscients de l'existence de la variation linguistique et comment le fait de les sensibiliser à cette réalité pourrait-il leur être bénéfique? Souhaitez-vous que je répète la question et que je la mette dans le clavardage? Annette, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes ravis de te voir. Désolée, vraiment. C'est notre réalité en ces moments, COVID, pandémie, travail virtuel. On comprend tous et toutes les défis. Oh là là, merci de m'avoir attendu, mais je sais que vous avez commencé, c'est très bien. Justement, on commençait justement. Je venais de lire la première question, mais je vais la relire pour vous permettre de réfléchir davantage et pour Annette. Et ensuite, je vais vous inviter à intervenir. Donc, voici la question. À quel point les apprenants des milieux minoritaires sont-ils conscients de l'existence de la variation linguistique et comment le fait de les sensibiliser à cette réalité pourrait-il leur être bénéfique? Voilà la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se porter volontaire pour briser la glace? Briser la glace? Commencer si vous voulez. Alors, à quel point les apprenants des milieux minoritaires sont-ils conscients de la variation, de l'existence? Je pense qu'ils sont conscients de cette variation-là parce que forcément, ils éprouvent des différences entre leur parler et ce qu'ils considèrent comme une norme, on pourrait y revenir, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mots nécessairement pour, pour expliquer ce sentiment-là qu'ils peuvent avoir de cette différence. Donc, je pense que c'est très, très important d'expliciter aux gens que la variation, ça existe. Et on pourra en reparler tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a une variation dont on ne tient pas compte du tout souvent, c'est qu'on juge l'oral vraiment, ou on évalue l'oral à l'aune de l'écrit. Et déjà là, la différence entre l'oral et l'écrit, ça pourrait déjà être un élément sur lequel travailler pour
amener les gens à être plus à l'aise avec, leur façon de parler. Je donne juste un exemple. Quand on parle à l'oral comme maintenant, on doit, créer sur le moment, on doit trouver les mots qu'il faut, heu alors qu'à l'écrit, on travaille, très longuement un texte jusqu'à ce qu'il devienne, disons, comme on le veut. On peut le perfectionner comme on veut, alors qu'à l'oral, on doit, vraiment, travailler, nos énoncés sur le champ, ce qui explique les variations dans, heu dans les différentes façons de parler. Et je pense que justement, il y a cette idée d'un français ou d'une langue, la même pour tous, qui est dans l'esprit des gens et qui peut-être qui peut bloquer les apprenants. Absolument, absolument. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? J'ai affiché la réponse, la question, pas la réponse. La réponse va varier, mais la question plutôt. En parlant à l'oral, On nos variations linguistiques, lorsqu'on doit gérer ceci à l'oral. Je peux continuer. OK. Alors, pour moi, je pense que les élèves ont l'impression qu'il y a seulement une façon de parler français. C'est le français de France. Et donc, les gens sont peur que comme leur accent, leur vocabulaire et tout ça n'est pas la façon correcte de s'exprimer en français. Et donc, les personnes ne s'expriment pas et ne sont pas à l'aise de le faire. Et comme pour moi, mon grammaire n'est pas parfait. Et donc, quand on se compare à des gens qui sont fluents dans la langue, c'est difficile de s'exprimer confortablement parce que, comme j'ai dit, on n'est pas à l'aise. Alors, je pense que pour moi, c'est juste vraiment qu'on a besoin de convaincre les autres qu'il y a beaucoup de façons de s'exprimer en français et pas seulement un. Excellent. Merci, Kelly. Quelqu'un d'autre? Oui, je peux ajouter quelque chose. Oui, absolument. Donc, je pense que les apprenants des milieux minoritaires sont conscients de la variation linguistique, mais dans une certaine mesure, comme Annette a dit. Elles peuvent avoir une connaissance de différentes langues et cultures en fonction de leurs interactions avec les personnes qui sont dans leur communauté, que ce soit dans leur quartier ou dans leur communauté scolaire ou sociale. Cependant, à mon avis, je crois que beaucoup d'étudiants ne vont pas plus loin et n'essaient pas de vraiment comprendre ce que signifie la variation linguistique et comment elle peut influencer la façon d'apprendre d'une autre personne. Cela étant dit, il est important d'en parler dans les écoles en tant que sujet général, mais aussi en termes d'éducation française, afin que les élèves puissent prendre conscience des variations des langues anglaises et françaises. En ce qui concerne le français en particulier, j'ai appris dans mes cours de linguistique à l'université qu'il existe de nombreuses variantes de la langue française, même si les cours sont principalement concentrés sur l'usage en France et au Québec, comme Kelly a dit. De plus, alors je dirigeais un programme virtuel pour Canadian Parents for French Ontario. J'ai fait des leçons sur l'argot français et sur les variations linguistiques dans différents pays, car il y a beaucoup de pays francophones dans le monde. Mes élèves étaient choqués d'apprendre qu'il y en avait tant et qu'il y avait des différences dans le vocabulaire français de ces pays. En étant conscients de cette réalité, les apprenants de milieux minoritaires en bénéficieront car ils comprendront vraiment que nous pouvons parler la même langue, mais qu'il y a aussi des différences entre la façon dont je la parle par rapport à la façon dont vous la parlez ou d'autres personnes de pays différents. Un gros merci pour cette perspective fort intéressante. Okay. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir pour
Oui, moi, je peux ajouter un peu à la discussion. Merci. Bonjour et contente d'être ici et de partager avec vous toutes cette table ronde. Ce que je pourrais dire à partir de ma courte expérience en tant que teaching assistant ici en Ontario à l'Université de Western depuis 2017, je pourrais dire que je vois normalement l'idée que ce sont les étudiants avancés qui ont une notion de variation ou une certaine connaissance par rapport à la définition et un peu des connaissances sur des différentes variétés du français. Mais en fait, même dans les niveaux avancés, on voit pas vraiment trop de ça. Et la présence de la variation pourrait se voir limitée peut-être au niveau lexique, au niveau des lexiques, par exemple le fait de connaître quelques québéquismes, par exemple, et peut-être au niveau situationnel, de la variation situationnelle, c'est-à-dire le fait de parler de registres, des vouvoiements et ce type de choses, mais pas plus que ça, je dirais. Et bien sûr, je n'essaie pas de faire de généralisation parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste. Mais si je devais faire une affirmation, je dirais que la plupart des conversations abordent la variation comme une espèce de problème ou comme une espèce d'obstacle pour comment je dirais, pour atteindre les objectifs linguistiques ou communicatifs de la classe. Alors, si je pense à ça, et je pense aux bénéfices de la variation dans les contextes éducatifs et dans les contextes ici d'Ontario, je trouve que il serait vraiment idéal pour les étudiants et les étudiantes de pouvoir avoir un contexte éducatif où ils puissent vraiment établir une relation avec leur expérience du français, parce que dans la même salle de classe, il y a des étudiants et des étudiantes qui ont un milieu familial francophone, soit un des parents, soit les deux, soit les grands-parents. Mais dans la même salle de classe, il y a des étudiants internationaux qui n'ont aucune relation avec le français ou qui sont même des francophones, disons, des régions qui ne sont pas le Québec ou la France. Alors, je trouve que le fait de prendre conscience de l'identité linguistique est vraiment, ça aide beaucoup pour les compétences linguistiques, mais plus que ça, on dirait pour les compétences humaines, c'est pragmatique aussi, hein, le fait d'être plus ouvert, d'être plus respectueux des différences. Et je sais pas, je crois que l'idée de pas homogénéiser, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, je suis désolée, la salle de classe, ça serait comme une espèce de perte au lieu de profiter d'enrichir la salle de classe avec toutes ces différentes perceptions de la langue française, si je pourrais dire. Voilà. Excellent point, Ruby. J'ai constaté, même avec mon expérience comme enseignante de français langue seconde à des adultes, il y avait tous ces différents niveaux dans la salle de classe. Puis j'ai remarqué au tout début qu'il y avait certaines personnes qui hésitaient d'intervenir parce que je crois que c'était cette insécurité linguistique, peur de jugement, peut-être que l'expression ou la variante du français parlé était un peu différente. Et c'était à moi comme professeur du cours à créer un climat qui essayait de diminuer le montant d'anxiété de communiquer devant le groupe. Puis lorsqu'on enseigne une langue seconde, lorsqu'on enseigne le français langue seconde, la communication orale est de toute importance. Excellent point. OK. Je vais passer maintenant à la prochaine question. Donc, je vous remercie de ces interventions très enrichissantes. Ma prochaine question est la suivante. La valorisation de la variation linguistique peut-elle faciliter les apprentissages pour les élèves en français langue seconde? Si oui, comment? Quelqu'un voudrait intervenir sur cette question? Je peux répéter la question si vous souhaitez. La question est, la valorisation de la variation linguistique peut-elle faciliter les apprentissages pour les élèves en français langue seconde? Si oui, comment?
Je pense qu'on a déjà touché plusieurs éléments de cette question-là dans ce qui vient d'être dit, à savoir de montrer que le français n'est pas homogène, qu'il existe des différentes façons de parler un peu partout dans la francophonie. Il y a plusieurs intervenantes qui l'ont dit tout à l'heure. Ça, je pense que c'est fondamental quand on arrive pour enseigner le français langue seconde ou même langue français langue maternelle, de le dire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure aussi sur l'oral et l'écrit, parce on vient de parler d'insécurité linguistique. Je pense que cette insécurité linguistique-là aussi, il faut en parler. Il faut montrer que quand on apprend une langue étrangère, c'est tout à fait normal d'être en état d'insécurité, que cette insécurité-là, elle est encore beaucoup plus grande quand il s'agit de parler de sa propre langue et que cette langue-là peut être dévalorisée, ce qui est le cas de francophones minoritaires, par exemple, au Canada. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, la variété de français, et vous en avez parlé tout à l'heure, peut être dévalorisée. Par exemple, quand on la compare avec le français qui est parlé en France, surtout qui reste l'étalon de la norme, ou le français parlé au Québec. Alors que là, au Canada, à cause de la diversité des personnes qui fréquentent les écoles d'immersion, et on vient d'y faire allusion, je pense qu'on peut profiter de cette diversité-là pour montrer un tout petit peu que cette diversité-là, elle existe aussi dans la francophonie et que c'est une porte d'entrée à différentes manières de vivre cette francophonie-là. C'est une façon d'intégrer cette diversité linguistique et en même temps aussi pour, par exemple, je prends si vous êtes en Ontario, si vous êtes en Alberta et que vous allez apprendre le français, ben vous voulez peut-être apprendre aussi quelques variations régionales, ce qui répond à la question qui vient d'être posée. Ça veut dire prendre peut-être certaines expressions, connaître un peu certaines expressions pour pouvoir les donner aux élèves et montrer un petit peu, les comparer avec différentes façons de nommer les choses. Donc, il me semble que oui, la variation peut vraiment aider l'apprentissage du français langue seconde parce qu'il y a, si, par exemple, comme moi, j'ai déjà enseigné le français langue seconde il y a très longtemps. Et les méthodes qu'on avait à ce moment-là, c'était voix et images de France. Et ce qu'on enseignait à nos étudiants, c'était vraiment un modèle calqué sur le français parlé en France. Donc, quand les personnes sortaient de la salle de classe, ils entendaient des français différents, ça les décourageait complètement. Et à ce moment-là, on n'enseignait pas la variation. Donc, ça, c'est quelque chose de très récent, peut-être dans les 20 dernières années. Et donc, ils avaient vraiment l'idée qu'il n'existait qu'un seul français. Donc, dans ce sens-là, on a fait des progrès, je pense, énormes, mais il faut continuer à mettre de l'avant cette idée de la variation avec des exemples concrets. Prendre des exemples du lexique. On pourra sans doute en reparler tout à l'heure quand on va venir aux exemples dans la salle de classe. Je pense que c'est la question qui va suivre. Mais pour l'instant, je m'arrête là. Juste de dire aussi pour finir que le terme standard n'est pas relié à l'idée d'un seul standard ou d'un seul français, celui de France, par exemple, souvent qu'on a en tête, mais qu'il peut y avoir différents standards dans les différents milieux francophones que l'on côtoie, en fait. Donc, voilà, on pourra discuter après. Un gros merci. Un gros merci. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur la question? Puis oui, il y a certains éléments qui ont déjà été touchés dans la question précédente, mais c'était très enrichissant de t'entendre étoffer davantage. Je peux parler. Alors, je remarque que beaucoup d'élèves quittent le programme d'immersion au secondaire et je pense qu'une raison principale, c'est bien sûr l'insécurité linguistique parce que les gens
se comparent toujours aux autres. Il y a un an, j'ai travaillé avec une élève de 3e année. Elle ne se sentait pas confortable de parler en français dans sa classe. Et donc, ses parents voulaient que je travaille avec elle un peu pour juste aider sa confidence. Et donc, j'ai trouvé qu'elle avait les compétences et elle pouvait bien parler en français, mais elle était peur d'être jugée par ses camarades de classe. Alors, elle n'avait pas un accent comme l'accent standard et donc, elle était peur que elle ne pensait pas que la façon dont elle parlait était la façon correcte, comme j'ai dit avant. Alors, elle ne s'exprimait jamais en classe, elle ne répondait pas aux questions, elle ne parlait pas avec ses amis parce qu'elle était peur de quoi les autres vont penser de comme la façon qu'elle s'exprime. Alors, oui, je pense que vraiment, les élèves se comparent toujours, mais quand on prend une minute comme on a besoin de réaliser que tout le monde se compare. Et donc, oui, c'est ça. On a juste besoin de ne laisser pas ce que les autres pensent nous arrêter de s'exprimer dans la langue. Excellent point. Si on pouvait transmettre ce message dans tous les contextes, hein, Kaylee? On ne serait pas tellement préoccupé de ce que les gens pensent si on savait jusqu'à quel point ils ne pensent pas vraiment à nous. Combien de temps est-ce qu'on passe vraiment à penser à ce que les autres font? On est préoccupé par nos propres vies. Mais si on pouvait transmettre ce message, je pense qu'on aurait un monde meilleur. Quelqu'un d'autre voudrait répondre à la question? Oui, je peux ajouter quelque chose. Donc, oui, merci. Grâce à mes propres expériences d'enseignement, j'ai remarqué que les élèves doivent s'intéresser à quelque chose pour vouloir en apprendre davantage et faire leurs propres recherches sur le sujet. Les élèves, en particulier les plus jeunes, ne savent pas grand-chose de ce qui existe dans le monde et ils n'apprennent des choses que par quelques sources comme l'école. Donc, il est important que les enseignants sensibilisent les élèves à la variation linguistique, mais aussi qu'ils soulignent l'importance d'en prendre davantage afin que les apprenants soient fascinés et aient envie d'explorer davantage. Si quelque chose semble important, je pense que les élèves exprimeront leur enthousiasme pour en savoir plus. En outre, la valorisation de la variation linguistique est une façon de promouvoir l'inclusivité. Lorsque les élèves voient que d'autres apprenants des milieux minoritaires sont également inclus et considérés dans la classe et dans le monde en général, on peut espérer qu'ils voudront continuer à promouvoir ce concept et en apprendre davantage. Et lorsque j'étais à l'école secondaire, donc c'est une expérience pour moi, j'ai participé au programme Explore et il m'a donné la chance d'apprendre la variation régionale. Quand je me suis inscrite dans ce programme, j'ai pensé à la façon dont cette expérience m'aiderait à améliorer mes compétences en français. Mais je n'avais jamais prévu l'ampleur de la culture française, la culture francophone et des variations linguistiques que j'allais découvrir. Et pendant ce programme, j'ai fait des sondages avec les habitants de la petite ville française où j'ai habité pour 5 semaines. J'en ai appris davantage sur leur accent et leur vocabulaire au cours de mes conversations avec eux. Donc, cette expérience m'a captivée et m'a donné envie de poursuivre le français à l'université. Et ce programme Explore a valorisé la variation linguistique et a donc facilité mon apprentissage.
en tant qu'élève du FLS. Donc, je pense que il va être la même chose pour les enfants si les enseignantes vont parler de la valorisation et les élèves vont être plus captivés à propos de ça. Excellent point. Un gros merci. À moi d'ajouter maintenant, je crois. Oui. Je suis désolée, je crois que j'ai de nouveau, je suis la dernière, je ne suis pas sûre. Bon, pour répondre à la question, pour ajouter un peu, peut-être je me répète aussi et je partage un peu les idées des autres. Je trouve que oui, bien sûr que ça facilite l'apprentissage du français, dans le sens que ça, c'est la variation, c'est très important pour disons, déconstruire les fausses idées qu'il y a. Il y a des études comme celle de Marie Duchemin, par exemple, qui analyse l'abordage de la variation dans les manuels ici au Canada et en France. Je trouvais que c'était intéressant parce que ça montre le fait que le langage qu'un spécialiste peut utiliser pour aborder la variation peut donner aux apprenants, d'abord aux professeurs, mais aussi aux enseignants, l'idée que la variation, c'est en opposition ou en contraste avec le français standard. Alors, les étudiants peuvent le percevoir de nouveau comme quelque chose, disons, stigmatisé. Là, je trouve que ça, c'est un aspect très important. Et oui, il y a cette conception de privilège d'une variation sur l'autre, un aspect sur lequel il faut faire vraiment attention. Pour répondre à la question, il faut aussi se demander quel type de variation et de quelle manière l'aborder. Il y a beaucoup d'études à ce propos, mais je trouve que l'un des aspects les plus importants, c'est que bon, la variation ne peut pas manquer. Là, je crois que c'est hors discussion, la variation doit être présente, mais il y a des spécialistes qui disent, bon, il faut enseigner l'essentiel et pas l'accessoire. Mais ce qui est essentiel dans l'enseignement et ce qui est accessoire, ça dépend de l'époque, ça dépend de la méthodologie, ça dépend de l'approche. Par exemple, les cadres communs de référence a une perception différente de ce qui est accessoire de ce qu'on avait avant. Alors, il faut vraiment discuter cette partie de ce qui est accessoire et de ce qui n'est pas accessoire quand on apprend le français. Et je trouve que la variation, c'est essentiel. Mais il ne faut pas viser nécessairement une maîtrise active de la variation. On peut distinguer une maîtrise passive pour les débutants et les débutantes, c'est-à-dire une sensibilisation à la compréhension. De nouveau, pas seulement au niveau du lexique, mais aussi au niveau phonétique, aussi au niveau de la syntaxe, aussi au niveau, bon, dans tous les niveaux des langues, disons. Et aussi, il faut être très attentif au rôle de l'enseignant et l'enseignante. Pas pour le responsabiliser, pas pour dire, voilà, c'est à vous la faute que les étudiants ont une perception ou manque de connaissances, mais pour penser à la manière vraiment de, comment dire ça, de former les enseignants et les enseignantes dans la variation. D'un côté, pour ceux qui sont natifs, ceux qui ont une relation avec le français comme langue maternelle, dans ce sens de prendre disons, confiance et appréciation de leur variété, mais aussi pour les enseignants qui ne sont pas natifs. Oui, moi, dans mon cas, mes premières expériences sont avec le français comme langue étrangère, mais aussi comme langue seconde, je ne suis pas native, ce n'est pas ma langue maternelle. Alors, je suis influencée par les variétés de français de mes enseignants et mes enseignantes, et aussi par tout ce que je perçois dans mes expériences. Pas seulement les expériences d'immersion, mais aussi ce qu'on regarde dans la télé, les amis qu'on a, etc. Alors, je trouve que pour vraiment pouvoir avoir une expérience de valorisation de la variation linguistique, il faut vraiment donner une formation aux enseignants. Oui.
Je suis arrivée au Canada en 2017 et même si j'enseigne depuis 2017, je n'ai jamais reçu un atelier obligatoire sur le français ou les variétés du français canadien. Par exemple, canadien pour utiliser un terme générique. Alors, ça dit beaucoup par rapport à ce qu'il faut faire dans ce sens, je crois. Merci. Oui, en tant que directrice d'un programme de formation, bonne note est prise et je te remercie pour cette belle rétroaction très constructive et je vais certainement garder ça en tête lorsque nous révisons notre programmation ou lorsque nous prévoyons des ateliers obligatoires ou facultatifs pour nos étudiants. Donc, un gros merci, c'est un commentaire très pertinent et fort apprécié. OK, on peut passer maintenant à la dernière question. Donc, voici la question. Comment les enseignants peuvent-ils aider leurs élèves à utiliser leurs connaissances à propos de la variation linguistique dans les différentes sphères de leur vie? Donc, comment aider les élèves à utiliser leurs connaissances de la variation linguistique dans les différentes sphères de leur vie? On a parlé de l'importance des sensibiliser, des exposer, de mettre en valeur les différentes variations linguistiques. Mais maintenant, comment les aider à les utiliser à des fins pratiques? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur la question? Je sais que vous avez toutes des perspectives très intéressantes à ce sujet. Donc, en tant qu'enseignant, en tant qu'apprenant? Ben, je ne vais pas toujours parler la première, mais je vais prendre la parole. C'est que cette question-là, je la trouve super importante. Je pense que les trois intervenantes avec moi partagent un petit peu. On est disons, dans le même paradigme. Pour aider les élèves à utiliser ces connaissances, mais d'abord, il faut en parler. Il faut parler de la variation. Je pense qu'on l'a dit. Je pense que les écoles, en ce moment, sont les lieux idéaux pour avoir des réflexions sur cette variation linguistique, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, qui sont inscrits dans les écoles, et à partir de leurs expériences, je pense que les enseignants ont vraiment un outil de taille. Et une chose qui fonctionnait beaucoup, qui fonctionne encore, peu importe le niveau, c'est la question d'écrire sa biographie langagière. Que les personnes décrivent, je sais que peut-être que je parle là, peut-être pas pour le primaire, hein, peut-être à partir du secondaire et à l'université ou ailleurs, mais qu'ils écrivent un tout petit peu leur parcours, pourquoi ils apprennent le français, quelle langue ils ont appris auparavant, quel est leur rapport avec cette langue, quelles sont les expériences, et ensuite pouvoir partager ça en classe. Il me semble que ça, c'est un élément qui est vraiment enrichissant, qui permet de le faire d'une façon très concrète et très pratique. Première chose, donc ça pour moi, biographie langagière, je trouve que c'est un élément qui fonctionne bien. Deuxième chose, je pense qu'on est au Canada et donc ça serait intéressant que les enseignants de français aient quelques notions d'histoire du français au Canada. Pourquoi les gens ici ne parlent pas comme les Français ou les Belges ou les Suisses? Le français au Canada a une histoire particulière. Ça ne veut pas dire que je pense à ce que, ou que je veux ou que je suggère que tous les enseignants deviennent des professeurs d'histoire de français, mais juste des éléments de base, de savoir quand les premiers colons sont arrivés, quel français était parlé, quels éléments sont restés, qu'est-ce qu'on a conservé, qu'est-ce qu'on a rejeté, pourquoi. Il me semble que ce sont des éléments qui aideraient beaucoup les enseignants, en fait. Mon dernier texte, et on pourra discuter ensemble après, mon dernier point, je trouve que les
les artistes ou d'étudier ensemble, et encore une fois, je pense plutôt au secondaire ou à l'université ou plus tard, les textes d'artistes francophones des différentes régions, permettre, de vraiment avoir accès à, un répertoire, très large, de la variation, en français parce que les artistes sont ceux qui peuvent se permettre de jouer avec toute la palette, de leur propre français, que ce soit le français dit standard, leur variété régionale, même les anglicismes qu'ils vont intégrer. Pourquoi? Ça nous donne des outils pour vraiment discuter de ces questions-là. Je ne sais pas si je suis à côté ou non de la question posée, là. Je vois que je suis davantage encore dans la salle de classe, mais il me semble que ce sont des éléments qui peuvent peut-être, ben, aider, à mieux comprendre cette idée de la variation. Je sais pas. Gros merci. D'autres réactions, d'autres interventions par rapport à la question? OK, moi, je continue. Alors, en tant qu'enseignant, je pense que c'est important qu'ils rappellent aux élèves que la français, c'est beaucoup plus que ce qu'on apprend dans la salle de classe. Avoir les compétences français, ça peut nous aider dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Il y a beaucoup plus que simplement apprendre la langue dans la salle de classe. Et donc, je pense que c'est aussi important de, comme dans la salle de classe, quand on montre peut-être une interview, c'est important de montrer des différents, comme des variations avec des gens qui parlent avec des différentes compétences. Parce que ça nous rappelle que dans la vraie vie, il y a beaucoup de différentes façons de s'exprimer en français. Alors, des exemples comme ça, des interviews, peut-être des vlogs ou des choses comme ça, où les personnes qui parlent ont des différentes capacités dans la langue. Et ensuite, je pense que c'est comme important d'aussi rappeler aux élèves que dans la vie professionnelle, avoir les compétences dans les 2 langues officielles du Canada, c'est extrêmement important et c'est comme un atout. Oui, je pense que c'est tout que je voulais ajouter. Un gros merci, Kaylee. D'autres réactions? Est-ce qu'on continue dans l'ordre habituel? Oui, allez. Non, pas Donc, je pense qu'il est essentiel que les enseignants donnent des exemples de la façon dont les élèves peuvent utiliser leurs connaissances sur la variation linguistique dans leur vie. Cela peut prendre la forme d'études de cas sur la façon dont d'autres personnes ont utilisé leurs connaissances sur les variations linguistiques. Donc, il peut être comme un modèle pour les enfants. Dans ma formation d'enseignante, j'ai appris que les élèves ont beaucoup d'idées eux-mêmes. Il serait donc utile de faire une rapide séance de remue-ménage avec eux sur ce qu'ils pensent pouvoir faire. Je pense que les élèves ont besoin d'être guidés et encouragés pour passer à l'action et atteindre leur objectif. Une autre bonne façon de montrer les possibilités de promouvoir la variation linguistique et d'utiliser différentes formes de médias comme l'art, les podcasts et les articles pour leur donner des exemples de la façon dont ils peuvent utiliser leurs idées pour faire une différence dans le monde. Je pense également
que l'intervention d'orateurs invités peut avoir une grande influence parce qu'il serait révélateur pour les élèves d'engager des discussions avec des personnes de leur propre communauté sur ce qu'ils peuvent faire pour aider et promouvoir l'inclusion en utilisant leur connaissance de la variation linguistique. Absolument. Quelle bonne stratégie et quelles bonnes idées. Et puis, la dernière et non la moindre, est-ce que tu voulais intervenir sur la dernière question? Bien sûr. Vas-y. Bon, pour ajouter un peu les dernières idées de la discussion par rapport à cette question, je trouve que partout, il y a ce conseil de donner du sens à l'emploi du français, mais cette idée semble, bon, ça pourrait être très abstrait pour un enseignant, de nouveau. Je dis que ce n'est pas une question de responsabilité, de responsabiliser les enseignants et les enseignantes, mais justement de pouvoir leur donner, leur offrir vraiment des outils et des formations pour pouvoir vraiment travailler sur cette histoire de donner du sens à l'emploi de la langue française. Je trouve que dans beaucoup de discussions avec mes étudiants et mes étudiantes, ils trouvent que il y a vraiment un grand décalage entre ce qu'ils apprennent en salle de classe et ce qu'ils vivent quand ils ont des expériences avec la langue française. Même si on comprend bien que les objectifs d'un cours pourraient être professionnels ou académiques, c'est vraiment, ça joue vraiment, comment je dis ça, des aspects négatifs quand il y a un élève qui étudie le français 2-3 ans et après il va à Montréal en voyage et n'est pas capable de demander un café, par exemple, ou il est incapable de comprendre ce que les autres disent. Même si on dit oui, mais tu n'as pas étudié pour faire des amis ou pour demander un café, ce n'est pas vraiment idéal de perdre la dimension réelle de la langue. C'est vivre ou savoir devenir, savoir vivre, ces compétences qui sont dans les cadres de référence et c'est dans tous les contextes. Le fait que tu es capable de faire une conférence en français ou de trouver un job et utiliser le français, cela ne dit pas que tu ne peux pas faire un ami. Et c'est-à-dire, la compétence ne devrait pas être si limitée. Je trouve que ça joue beaucoup dans la motivation des étudiants. Une autre chose, c'est, bon, comme je parlais des enseignants, et c'est le fait de pouvoir offrir des manuels ou de situations d'actualisation qui soient interdisciplinaires. C'est-à-dire avoir non seulement des spécialistes en pédagogie, mais aussi des linguistes, des sociolinguistes, des spécialistes en variation, de phonétistes, etc., des phonéticiens, désolé. Et comme le type de rencontres qui sont planifiées ici sur Craméris, parce que ça, vraiment, ça aide beaucoup. Et de ne pas oublier la place des étudiants, parce qu'ils ont des idées, comme on a déjà dit dans la discussion, et je trouve qu'ils sont plus intéressés de ce qu'on croit, mais ils n'ont pas vraiment trop de contexte pour parler de cela et pour pouvoir vraiment, je ne sais pas, s'enrichir de ce que leurs camarades aussi savent à ces propos. C'est mon impression. Je voudrais finir avec une citation que je trouve vraiment belle et adéquate pour cette discussion. C'est Landry et Roussel qui ont dit qu'en ce qui concerne le milieu scolaire, on n'est pas francophone, mais on le devient. J'imagine que vous connaissez la citation, je l'ai apprise aujourd'hui. Et je trouve que c'est vrai. Il faut vraiment devenir francophone et ça passe par l'identité, ça passe par la motivation et ça passe par la déconstruction des fausses idées qu'on a par rapport à ça. Voilà, merci. Après cette belle conclusion, j'hésite à intervenir plus loin. C'est très, très beau. Merci, Arubi. Donc, le message général que j'ai retiré de vos interventions, puis je vous remercie pour ces interventions très enrichissantes et très fructueuses, en effet.
c'est que si on veut assurer la pérennité de la langue française, si on veut promouvoir l'utilisation de la langue française, il faut sensibiliser nos apprenants au fait qu'il y a des variations et qu'il faut valoriser la langue, peu importe de la variation qui est utilisée. Je crois que vous avez bien transmis ce message parce que je vous invite à regarder les commentaires que j'ai pu lire pendant vos interventions. Et puis, il y a peu de questions dans les commentaires, c'est plutôt des commentaires d'encouragement, des commentaires positifs, des commentaires de valorisation de vos interventions en tant qu'intervenante à la table ronde. Donc, félicitations pour l'excellent travail que vous avez fait aujourd'hui. Et vous avez transmis le message déjà aux participantes et aux participants à cette conférence. Maintenant, je me joins à Ginette pour remercier les intervenantes de cette table ronde. Je suis ravie que sur les 3 tables rondes, je dirais qu'aujourd'hui, on a remarqué un fil conducteur. J'aurais peut-être une question, en fait, pour cette table ronde, peut-être à Annette, mais à Yaroubi ou à Kirli ou à Rachel. Le terme motivation est revenu. Donc, on peut essayer de valoriser par maintes ressources, ateliers, processus, mais au fond, c'est la motivation à vouloir accepter la variation linguistique. Comment déclencher cette motivation? Ça, c'est une question pour la table ronde numéro 3, parce que c'est aussi pour la table ronde numéro 2, cette interdisciplinarité qui fait que les arts peuvent, à côté des mathématiques, encourager l'apprentissage du français, ou dans la première table ronde, la motivation à ce que les dirigeants, les administrateurs comprennent que les programmes de français dans les écoles anglophones doivent en fait cohabiter avec les programmes d'anglais, et que tout ça fasse un tout pour que les enseignants des différents, on va dire, filières travaillent ensemble. Donc, c'est cette motivation à collaborer, à l'acceptation de l'autre. Comment est-ce qu'on génère la motivation? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de facteurs en psychologie qui travaillent justement sur cette question de la motivation. Donc, moi, je suis en train de me dire peut-être que le prochain colloque devrait être sur la motivation. Mais est-ce que quelqu'un veut répondre? Comment est-ce qu'on motive à accepter la variation linguistique ou la variation langagière? Moi, je vais dire 2 choses pour commencer, pour ne pas être la dernière. Et je vais dire justement 2 parce que je sais que c'est pas justement à moi de parler. Le premier serait la conception de ta propre variété de langues. Je trouve que c'est important et c'est aussi un commentaire qu'on a fait pour les personnes qui sont ici aujourd'hui. Et si tu n'as pas une valorisation positive de ta propre variété de ta langue maternelle ou des langues que tu parles, c'est très difficile de comprendre la richesse de la variation dans une langue seconde ou étrangère. Là, je trouve que c'est un point essentiel. Et le fait que quand tu deviens enseignant, que tu valorises aussi toutes les variétés avec lesquelles tu as eu contact, c'est très important. La deuxième, que je dirais que c'est important pour la motivation, c'est la notion de communauté. Oui, le fait de penser que c'est pas nécessaire de vivre une immersion pour pouvoir sentir que ton expérience avec le français, c'est réel. Quand tu parles avec tes camarades, ça, c'est le français réel. Quand tu parles avec tes professeurs, quand tu connais, par exemple, des francophones natifs de ta communauté, on n'a pas parlé de ça, mais on aborde très peu la variation diachronique quand on parle de pédagogie. Mais si on s'intéresse disons, aux échanges intergénérationnels qui sont très importants pour le patrimoine linguistique, ça, c'est aussi un aspect de motivation. Et il y a aussi l'immigration au Canada, il y a le francophone maghrébin et maghrébine, pas seulement les Africains. On voit que dans les études, ce type de variations sont très peu abordées. Et de mon côté, comme j'ai appris à enseigner le français au Venezuela, où il n'y a pas du tout un contexte d'immersion ou d'association, disons, culturelle avec la langue française, je dirais que j'avais l'expectative que l'enseignement en Ontario soit plus proche d'une identité. Et je trouve que c'est cette
proximité à l'identité, par exemple, du français franco-ontarien et des variations du français canadien est très important pour la motivation, à mon avis. Donc, je retiens identité va avec motivation. Annette ou Kelly qui veut motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé, ces jeunes-là, en 11e année et futurs enseignants? Est-ce que c'est d'abord de connaître la richesse de votre propre langue maternelle? Qu'est-ce qui a déclenché Oui, et donc je pense pour moi, comme le facteur motivant, c'est que comme je sais comment ça va m'aider dans l'avenir, dans la future, et donc juste comme, oui, savoir que j'en ai les compétences de parler deux langues, ça va beaucoup m'aider dans mon carrière et comme pour voyager. Alors, il y a beaucoup plus. Alors, comme lorsque je suis finie avec l'école secondaire, il y a beaucoup plus à faire avec la langue française. Je pense, Kelly, que si vous êtes déjà sur la table ronde aujourd'hui, c'est que vous faites partie des élèves motivés. Rachel, qu'est-ce qui vous motive? Oui, donc la variation linguistique est un sujet très intéressant, mais pour captiver l'attention des étudiants, je crois que vous devez enseigner quelque chose de significatif pour les élèves afin qu'ils aient envie d'en savoir plus. Donc, peut-être essayer de relier les leçons à propos de la variation linguistique aux propres expériences des élèves. Peut-être parler des sujets comme l'immigration, comme les autres pays autour du monde, donc les pays en Afrique, les pays en Europe qui parlent le français, mais pas concentrer seulement sur la France et le Québec parce que les élèves ne connaissaient pas beaucoup de choses à propos des autres pays francophones et la variation linguistique. Donc, vous devez captiver leur attention avec les autres pays et utiliser des différentes formes de médias. Je pense qu'avec ça, les élèves vont être plus intéressés à apprendre à propos de la variation linguistique. Donc, les faire rêver sur la variation. Annette, au plaisir de vous retrouver, Annette. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, je suis ravie que Sarah vous ait invité aujourd'hui. Il faudra d'ailleurs qu'on continue la conversation après la table ronde. Qu'est-ce qui motive, Annette? Je n'ai pas la réponse, mais je trouve que Mme Diaz, tout à l'heure, a dit quelque chose de super intéressant, de dire que quand les gens se retrouvent avec des personnes dans la rue ou ailleurs et qui trouvent un décalage incroyable entre la réalité de la classe et la réalité quotidienne, ben, c'est plutôt un démotivateur. Mais on pourrait le transformer et dire que c'est justement ces randonnées-là quotidiennes dans la rue, dans les voisinages, ça peut être une façon, premièrement, d'apprendre cette langue quotidienne, de justement montrer comment se vit la variation, d'élargir leur répertoire. Je trouve que c'est une... Je pense que ça motive. Si je peux prendre une expérience personnelle, il y a 35 ans à peu près, j'enseignais le français langue seconde et j'avais emmené mes étudiants avec moi, j'en avais une vingtaine à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour faire une sorte d'immersion dans un milieu complètement francophone. Et le soir, on mangeait toujours ensemble et je disais comment est-ce que les gens étaient sympathiques. Et le premier soir, ils m'ont tous dit, ben non, les gens sont extrêmement antipathiques, me reçoivent très mal et tout ça. Et là, on a commencé à discuter. Et là, j'ai vu qu'ils avaient tutoyé à peu près tout le monde. Et je leur ai parlé des différences culturelles. Je leur ai pas dit que c'était nécessairement ce qu'il fallait faire, mais que c'était une différence culturelle qui avait un sens. Et donc, le lendemain, ils sont allés, ils ont vouvoyé les gens et leur expérience a été complètement différente. Ils sont revenus ravis et on a continué comme ça tous les jours en essayant de voir l'application dans le quotidien.
À ce moment-là, bien sûr, moi j'étais moi-même tournée vers la France, mais on pourrait faire l'exercice inverse et c'est une motivation qui vient s'ajouter à la motivation matérielle dont on parlait tout à l'heure. Cette motivation matérielle, bien sûr, d'avoir des meilleurs postes, de pouvoir être embauché dans la fonction publique fédérale et ailleurs. Mais je trouve que l'idée de connaître une autre culture, et plusieurs intervenantes l'ont dit tout à l'heure, le fait que la population canadienne se diversifie, c'est à la fois un laboratoire extraordinaire pour enseigner justement cette multitude des cultures et de pouvoir entrer à l'intérieur et montrer à quel point juste des mots, des petits mots, comme cette idée du vouvoiement ou le fait, par exemple, de dire bonjour ou non, ou de dire bonjour ou salut, ou allô. Quelle différence est-ce que ça peut prendre selon les différentes cultures? Je ne sais pas si c'est une façon de motiver les gens, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois, d'essayer de mettre l'accent sur le pluriel. Je sais pas trop. La motivation à en fait, ce que l'on va recevoir, à écouter et comprendre l'autre. C'est ça, exactement. Oui, Tout à c'est ce fait. que je retiens de toutes vos interventions. C'est-à-dire que si je fais l'effort d'écouter, en fait, je vais être plus grand. Mmh. Je serai et vous avez tout à fait raison de mettre en avant la richesse du Canada. C'est un laboratoire, linguistique extraordinaire et culturel linguistique. On l'oublie très souvent, on l'oublie trop. Il y aurait tellement d'opportunités sur toutes ces questions, pour faire du Canada un pays modèle. Un pays modèle sur tout ce qui est l'écoute de l'autre. Mais déjà, je trouve que même déjà, au niveau de l'organisation politique du pays, je tiens à dire que j'ai passé 25 ans en France et plus de 25 ans au Canada. Et s'il y a une chose que j'ai appris, eh ben c'est d'avoir à écouter les autres au Canada, parce que déjà même le système fédéral et provincial oblige à écouter en permanence les autres provinces, les autres personnes. Donc je pense que c'est dans l'ADN du Canadien d'écouter l'autre. Donc comment mettre ça à profit dans la salle de classe? Je pense des belles leçons aujourd'hui. Je vous remercie vraiment pour cette dernière table ronde, d'où ce projet sponsorisé par la CUFC sur ces regards croisés pan-canadiens sur cette question de l'enseignement du français langue seconde. Donc au revoir à tous, merci beaucoup.